Tout le monde qui entre dans ta vie n'est pas un cadeau de Dieu. Certains sont des épreuves. Et peut-être, sans t'en rendre compte, tu essaies de sauver des personnes qui n'ont jamais voulu être sauvées, seulement soutenues. Des gens qui aspirent ton énergie, éteignent ta lumière et te font douter de ta propre force. Et plus tu essaies de faire le bien, plus tu ressens la fatigue de porter un poids qui n'est pas le tien. Réveille-toi. Aider, ce n'est pas se sacrifier. Il existe des personnes qui ne veulent pas grandir, elles veulent être portées. Et insister là-dessus a un prix très élevé. Tu perds ta paix, ton énergie et la joie de vivre. Les relations sont une épreuve de sagesse. Certains t'élèvent, d'autres te tirent vers le fond. Mais quand tu apprends à reconnaître ceux qui t'empêchent d'avancer, ta vie change complètement. La vidéo d'aujourd'hui est une coupure de cycle. Après cela, tu ne te sentiras plus jamais prisonnier de ceux qui ne font que t'utiliser comme appui. Tu vas apprendre à dire « ça suffit » avec conscience, avec fermeté et sans culpabilité. Parce que aider, ce n'est pas s'annuler, c'est apprendre à l'autre à marcher sur ses propres jambes. Et quand tu comprends cela, tout s'aligne. Ton esprit, ton énergie et ta paix. La vie recommence à circuler, légère, claire et puissante. Alors, prépare-toi. Commençons. Premier type. Les manipulateurs. As-tu déjà cédé à un chantage émotionnel, juste pour ne pas te sentir mal? As-tu déjà dit oui alors que tu voulais dire non, simplement pour éviter la culpabilité, une dispute ou de décevoir quelqu'un? C'est le terrain parfait où les manipulateurs prospèrent, celui de la culpabilité et des bonnes intentions. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent du contrôle. Elles transforment ta gentillesse en obligation, ton empathie en captivité émotionnelle. Elles te font croire que dire non, c'est manquer d'amour et que t'éloigner, c'est être égoïste. Mais la manipulation n'est pas une relation. Si aider quelqu'un te coûte ta paix, ton but ou ton identité, ce n'est pas de l'aide, c'est une prison. Le manipulateur utilise ta bonne volonté contre toi. Il se déguise en victime, mais c'est un stratège. Au début, il séduit. Il est gentil, charismatique. Il te fait te sentir important. Mais avec le temps, il commence à tester tes limites, demande un petit service, puis un autre, encore un autre, jusqu'à ce que ton énergie devienne le carburant de sa dépendance. Pense à un collègue de travail qui demande toujours de l'aide à la dernière minute, promet que c'est juste pour cette fois. Et quand le mérite arrive, il dit que c'était son idée. Ou à une amitié où tu passes ton temps à résoudre les problèmes, à céder ton temps et ta patience, pendant que l'autre te manipule avec des phrases comme « Sans toi, je n'y arriverai pas ». Tu es la seule personne qui me comprenne. Ces personnes ne veulent pas grandir. Elles veulent s'assurer que tu restes disponible. Elles apprennent à appuyer sur le bon bouton, celui de la culpabilité. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que ton silence est le prix de la paix. C'est là que le cycle commence. Tu aides une fois puis une autre, et quand tu essaies d'arrêter, le manipulateur se vexe. Il dit que tu as changé, que tu es ingrat, que tu l'as abandonné justement quand il avait le plus besoin de toi, mais le but est toujours le même, te faire sentir responsable de son bien-être. C'est l'essence même de la manipulation, transformer la générosité de l'autre en instrument de pouvoir. Et celui qui vit entouré de manipulateurs finit tôt ou tard par perdre le sens du mérite et par douter de sa propre bonté. Tu commences à avoir peur de décevoir, peur de dire non, peur de t'éloigner. Et quand la peur entre, la liberté s'en va. Les stoïciens appelaient en cela la maîtrise morale, la vertu de ne pas remettre son propre équilibre entre les mains des autres. Publilius Cyrus avertissait déjà « Celui qui se laisse tromper partage la faute du trompeur ». Et c'est exactement ce que fait le manipulateur. Il transforme ta bonté en permission. La véritable compassion n'est pas de céder à chaque demande, mais de discerner quand la demande est une forme de contrôle. Souviens-toi, aider, ce n'est pas s'annuler. Quand tu dis non à celui qui te manipule, tu dis oui à ta paix. Le manipulateur ne veut pas d'aide, il veut du pouvoir. Et la seule manière de briser le cycle, c'est de reprendre le contrôle de tes choix, d'arrêter de marchander ta tranquillité en échange d'approbation. Pense-y, aucune relation saine ne naît de la culpabilité. Celui qui a vraiment besoin d'aide accepte les limites, reconnaît les efforts et avance avec toi. Celui qui manipule exige, vide, puis accuse. Et si tu n'imposes pas de limites, la relation devient un champ de chantage
où un seul des deux gagne. À partir d'aujourd'hui, observe bien ceux qui t'entourent. Aide, oui, mais jamais au prix de ta sérénité, car le prix de la manipulation est toujours le même, la perte de ta liberté. Deuxième type, les irréductibles. Imagine quelqu'un en train de s'enfoncer dans la boue et toi tu lui tends la main. Mais au lieu de la saisir, il t'entraîne avec lui. C'est exactement ce qui se passe quand on essaye d'aider quelqu'un qui ne veut pas changer, on finit prisonnier de ce qu'on voulait sauver. L'instinct d'aider est noble, mais il a besoin de conscience. Toute main tendue n'est pas un appel au secours. Parfois, c'est une tentative inconsciente d'entraîner quelqu'un dans le même gouffre. Et c'est là que réside le danger. Quand la compassion dépasse le discernement, ce qui était un acte d'amour devient un sacrifice de soi. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme ramer seul dans une barque pendant que l'autre perce la coque. Tu y laisses ton énergie, ton temps et ton âme, et à la fin vous coulez tous les deux. N'aide pas ceux qui refusent de changer. Si la personne ne reconnaît pas ses erreurs, ton aide n'est pas de la compréhension, c'est une prison. Tu crois faire preuve d'empathie, mais au fond tu nourris le même comportement qui détruit l'autre et t'épuises toi-même. C'est comme construire une échelle pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de monter. Tu auras beau insister, si l'autre ne fait pas le premier pas, la seule chose qui tombera, c'est ta paix. Tout le monde n'accepte pas l'aide, tout le monde ne veut pas changer. Et comprendre cela est une forme de sagesse, car la maturité, c'est aussi savoir quand ne pas intervenir. Il y a des personnes qui n'apprennent que lorsque la vie devient assez dure pour les enseigner. Tu peux prévenir, guider, protéger, mais parfois le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser l'autre apprendre à travers la chute. Les stoïciens appelaient cela « respecter le destin de l'autre ». Épictète disait « certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Mais le cœur humain a du mal à l'accepter. Nous voulons croire que nous pouvons changer les gens avec l'amour, la patience ou l'insistance. Nous pensons que si nous montrons le bon chemin, l'autre comprendra, changera et nous remerciera un jour. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, ce que nous appelons aide n'est qu'une tentative d'éviter la douleur de voir l'autre tomber. Et c'est une illusion cruelle, car pendant que nous essayons d'empêcher l'autre de sombrer, c'est nous qui nous noyons dans la culpabilité, la frustration et la fatigue. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est comme frapper à la porte d'une maison vide. Tu cries, tu t'épuises, et personne ne répond. C'est gaspiller de l'énergie pour ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler la volonté de quelqu'un, seulement la tienne, tu peux offrir ton soutien, mais tu ne peux pas vivre à la place d'un autre être humain. Et accepter cela n'est pas de la froideur, c'est une libération. C'est comprendre que parfois, l'amour le plus sage est celui qui observe de loin, espère en silence, et attend le moment où l'autre décide de se relever par lui-même. Quand tu insistes pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, l'autre finit par te voir comme l'obstacle. Si ça échoue, il te blâme. Si ça réussit, il t'oublie. Et toi, tu restes là, épuisé, essayant de maintenir debout quelqu'un qui veut seulement rester à terre. C'est le piège. Le sauveur devient le méchant. Tu donnes tout, ton temps, ton énergie, ton cœur, et à la fin le vide revient encore plus grand, car personne ne remercie les efforts qu'il n'a pas demandés, et personne n'apprend ce qu'il n'a pas voulu apprendre. Respecter le libre arbitre, c'est comprendre que chaque personne a son propre temps, son propre chemin, et un destin que tu ne peux pas vivre à sa place. C'est accepter que, parfois, l'amour le plus mûr est celui qui s'éloigne, car c'est dans les conséquences que la conscience s'éveille, et c'est dans la douleur que naît l'humilité. La volonté de changer vient de l'intérieur. Personne ne se transforme par conseil, seulement par conscience. C'est pourquoi, si tu veux vivre en paix, cesse d'essayer de sauver ceux qui refusent de nager. Éloigne-toi sans colère, sans culpabilité et sans discours, car la vraie aide n'est pas celle qui empêche la chute, c'est celle qui fait confiance au fait que l'autre se relèvera en son propre temps. Souviens-toi, l'amour sans limite devient sacrifice, et le sacrifice constant se transforme en silence, en fatigue et en perte de soi. Et quand ton cœur souffrira de t'être éloigné, souviens-toi, tu n'as pas abandonné, tu as simplement cessé de te noyer pour quelqu'un qui a choisi de ne pas nager. Troisième type, les empoisonneurs. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes semblent se nourrir du chaos? Elles sont toujours au centre d'un malentendu, transportant des commentaires d'un côté à l'autre, disant qu'elles sont juste sincères. Mais en réalité, ce qu'elles font,
c'est semer du poison partout où elles passent. Ces personnes ne construisent pas des ponts, elles construisent des murs. Elles sourient devant toi mais critiquent en secret. Et le pire, c'est qu'elles déguisent leur méchanceté en intérêt, en disant qu'elles veulent juste te prévenir. Mais ce qu'elles appellent sincérité n'est qu'une manière de répandre la discorde. Quand tu aides quelqu'un qui provoque des conflits, tu ne résous pas le problème, tu y entres. Pense à un environnement de travail où une personne commente toujours sur les autres, qui a été promu, qui a fait une erreur, qui semble différent. Elle fait semblant de se soucier des autres, mais ce qu'elle cherche, c'est créer de la tension, diviser les opinions, rapprocher certains et éloigner d'autres. Si tu essayes d'aider, d'écouter, de conseiller, tu verras vite que rien ne change, parce qu'elle ne veut pas résoudre, elle veut être le centre de l'histoire. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils croient être solidaires, alors qu'en réalité, ils alimentent le feu de la discorde. Avec le temps, cette énergie commence à se propager, et tu te sens fatigué, confus, voire méfiant envers ceux qui ne le méritent pas. Le colporteur de rumeurs ne détruit pas avec force, il détruit par insinuation. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela il y a des siècles. Sénèque disait « Celui qui parle mal des autres devant toi, parlera de toi devant les autres. » Et Marc Aurèle ajoutait « Ce qui ne contribue pas au bien commun ne doit pas occuper ton esprit. » Ces deux phrases résument la sagesse que beaucoup ignorent. Celui qui passe son temps à parler des autres perd le contrôle de lui-même. C'est pourquoi quand quelqu'un vient t'apporter une nouveauté, demande-toi « En quoi cela va-t-il m'aider ?» Si la réponse est « En rien », souris et éloigne-toi, tu ne dois pas être le réceptacle de la confusion des autres. Celui qui vit à diviser les autres n'est jamais en paix avec lui-même. Le commérage est la soupape des insécurisés. Ils essaient de rabaisser les autres pour se sentir plus grands, mais ceux qui grandissent vraiment n'ont pas besoin de diminuer qui que ce soit. Souviens-toi, ce que tu écoutes souvent façonne ce que tu penses, et ce que tu penses façonne ce que tu deviens. Quand tu essaies d'aider quelqu'un qui vit à médire des autres, tu finis par entrer dans la même vibration. L'énergie qui servait autrefois à construire se met à être dépensée à éteindre des incendies qui ne sont pas les tiens. Et le prix de cela est élevé. Tu perds le focus, tu perds la légèreté. Et, peu à peu, tu commences à penser comme celui que tu voulais réparer. Aider le colporteur de rumeurs, c'est comme essayer de nettoyer une eau qui continue d'être polluée à la source. La seule manière de préserver ta paix, c'est de cesser de participer au cycle. Laisse le bruit à ceux qui en ont besoin pour se sentir importants. Tu n'as rien à prouver à personne. La grandeur parle bas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te cherche pour parler des autres, souviens-toi, ce n'est pas de l'aide, c'est un piège. Aide le silence à triompher, et tu verras comme la vie devient plus légère, plus pure et plus tienne. 4. Le t'es-tu convaincu? As-tu déjà essayé de montrer un chemin plus simple à quelqu'un et cette personne t'a simplement ignoré? Tu expliques, tu conseilles, tu montres l'erreur, mais elle insiste pour tout faire à sa manière, même si cela a déjà échoué 10 fois. C'est le têtu intentionnel. Il ne veut pas apprendre, il veut prouver qu'il a raison. Ces personnes confondent l'orgueil avec la sagesse. Elles croient qu'admettre une erreur est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le premier pas vers la maturité. Et le problème de vouloir aider quelqu'un qui pense ainsi est simple. Tu n'aides pas, tu te heurtes à un mur. Pense à ce collègue de travail qui demande ton avis, mais ne suit jamais aucun conseil. Ou à cet ami qui se plaint sans cesse de sa vie, mais rejette toute suggestion de changement. Tu parles, il réplique. Tu avertis, il ironise. Tu essaies de l'orienter et il te répond avec mépris. À la fin, c'est toi qui es épuisé, et lui satisfait, parce qu'il a réussi à garder le contrôle. Les stoïciens appelaient cela la cécité volontaire, l'état de celui qui refuse de voir sa propre ignorance. Marc Aurèle disait « Changer d'opinion et suivre celui qui te corrige, c'est aussi le comportement de l'homme libre. Mais celui qui s'accroche à son entêtement est esclave de son propre ego. Il y a ici une vérité dure. Le têtu intentionnel ne cherche pas de l'aide, il cherche de la validation. Il ne veut pas entendre ce qui le ferait changer, il veut entendre ce qui confirme qu'il a raison. Et si tu insistes pour l'aider, tu finis par entrer dans un jeu où avoir raison compte plus que grandir. Le déclic, c'est de comprendre qu'aider quelqu'un qui ne veut pas apprendre, c'est gaspiller sa propre clarté.
C'est essayer d'allumer une bougie dans le vent. Tu n'es pas venu pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu es venu pour grandir. Et grandir, parfois, c'est avoir le courage de se taire et d'observer l'autre apprendre à travers la douleur. Le têtu a besoin de sa propre chute pour reconnaître le sol. Et si tu continues d'amortir ses chutes, tu ne lui permettras jamais de découvrir le poids des conséquences. Le silence, dans ce cas, est plus éducatif que n'importe quel discours. Aider quelqu'un qui refuse la correction, c'est comme essayer de remplir un verre retourné. Peu importe tes efforts, rien n'entre. Publilius Cyrus disait « Une pierre qui roule n'amasse pas de mousse ». Celui qui ne se permet jamais de s'arrêter pour réfléchir ne crée jamais de sagesse. Il ne fait que répéter des schémas et tu n'as pas à être entraîné avec lui. Tu n'as pas l'obligation de t'épuiser à prouver l'évidence. La sagesse, c'est choisir ses batailles. Le têtu n'évolue pas, parce qu'il a déjà décidé qu'il est prêt. Et quand l'orgueil prend la place de l'humilité, la croissance meurt. Ce n'est pas de l'impatience, c'est de la sagesse. La maturité consiste à offrir la direction une fois et à suivre ton propre chemin si l'autre ne veut pas avancer. À la fin, le têtu comprendra tôt ou tard que la vie est le meilleur professeur. Et quand cela arrivera, il se souviendra de celui qui a essayé de l'avertir, non pas avec colère, mais avec respect. Aider est une vertu. Insister est un gaspillage. Respecte le temps de l'autre, mais protège le tien. Car la sagesse n'est pas de convaincre, c'est de comprendre le moment de s'arrêter. 5e type. Les suceurs d'énergie. Il existe une ligne fine entre aider et être utilisé, et les vampires d'énergie vivent de la franchir. Si tu as déjà eu l'impression de vivre davantage la vie des autres que la tienne, sans t'en rendre compte, tu aides peut-être l'un d'eux. Imagine être toujours disponible. Tu écoutes, tu aides, tu prêtes attention, mais à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir tout donné et de n'avoir rien reçu. Ton esprit devient lourd, ton corps fatigué et ton cœur vide. C'est ainsi que les épuisants agissent. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent consommer. Ils ne cherchent pas la transformation, ils cherchent la maintenance. Ils veulent quelqu'un qui les maintienne debout pendant qu'ils restent immobiles. Ces personnes transforment ta bonne volonté en source de survie émotionnelle. Elles ont toujours un nouveau problème, une nouvelle urgence, une nouvelle raison de te pomper encore davantage. Et plus tu donnes, plus elles réclament. Ton aide devient le carburant de la stagnation de l'autre. Mais l'erreur ne vient pas seulement de celui qui prend, elle vient aussi de celui qui ne fixe pas de limites. Les épuisants existeront toujours, mais ce sont les limites qui définissent qui draine et qui survit. Tu n'as pas besoin d'endurcir ton cœur, tu dois simplement apprendre à fermer la porte avant de manquer d'air. Pense à la consigne des avions. Avant d'aider quelqu'un, mets le masque à oxygène sur toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique, car si tu t'évanouis en essayant de sauver l'autre, personne n'est sauvé. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la vertu de l'équilibre. Sénèque disait « Ce n'est pas ce que nous donnons qui nous épuise, mais ce que nous donnons sans mesure. » Et ce que beaucoup appellent bonté, en réalité, n'est que la peur de s'affirmer. Aider, ce n'est pas se livrer tout entier, c'est savoir jusqu'où tu peux aller sans te perdre. Quand tu dépasses la limite de ce que tu peux offrir, ce qui était générosité devient abandon de soi. Et aider quelqu'un qui ne veut pas se relever, c'est comme porter un poids qui ne t'appartiendra jamais. Tu essaies de guérir, mais c'est toi qui tombes malade. Le tournant est clair, l'épuisant voudra toujours plus, mais c'est à toi d'apprendre à dire « ça suffit ». Celui qui veut vraiment grandir partage, celui qui veut évoluer cherche l'autonomie, mais celui qui vit en drainant l'énergie des autres transforme toute relation en un puits sans fond. Défendre tes limites est un acte d'amour de soi, non de froideur, parce que pendant que tu essaies de sauver tout le monde, tu oublies de te sauver toi-même. Aider est noble, mais s'annuler est un gaspillage. Préserver ton énergie, c'est protéger ton âme et souviens-toi. La paix que tu protèges aujourd'hui sera la force qui te soutiendra demain. 6e type. Ceux qui bloquent ta vie. As-tu déjà remarqué que certaines personnes apparaissent précisément au moment où tu décides de te concentrer? Tu te prépares à agir, à organiser ta vie, à franchir une étape importante, et soudain, quelqu'un t'appelle, te distrait, te retient dans des conversations qui ne mènent nulle part. Et quand tu t'en rends compte, la concentration s'est envolée, ton énergie s'est dispersée,
et ce qui était une priorité devient encore un projet repoussé. C'est ainsi qu'agissent ceux qui bloquent ta vie. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils ne marchent pas dans la même direction que toi. Certaines personnes ne font pas partie de ton évolution. Elles ne sont qu'une distraction. Elles peuvent être gentilles, voire bien intentionnées, mais elles ne sont pas alignées avec ton but. Et si tu n'y prends pas garde, ta compassion peut te maintenir dans des lieux qui devraient déjà appartenir au passé. Car tous les liens n'ont pas besoin d'être éternels, et toutes les présences ne sont pas bénéfiques. Les mauvaises personnes ne sont pas toujours toxiques. Parfois, elles ne sont qu'un poids de plus. Elles te gardent dans le confort quand la vie veut te voir grandir, et par peur de paraître froid ou ingrat, tu continues à t'adapter à des environnements devenus trop étroits pour ton âme. Mais la croissance demande de l'espace, et cet espace n'apparaît que lorsque tu te détaches de ce qui te retient. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'état de sérénité atteint quand on élimine ce qui est inutile. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas où il va n'a jamais le vent en sa faveur ». Si ton cercle ne marche pas dans la même direction, l'effort que tu fais pour avancer devient une simple résistance. Il est impossible de bâtir quelque chose de grand quand tu perds ton temps à résoudre les problèmes de ceux qui refusent d'avancer. Ceux qui ne veulent pas grandir essaieront toujours de te garder à leur niveau. La loyauté n'est pas une permanence éternelle. Il existe des liens qu'il faut honorer avec gratitude, non par continuité. Certaines personnes que tu t'obstines à porter sont précisément celles qui auraient dû rester sur le chemin précédent. Et continuer à porter ce qui a déjà accompli son rôle, c'est comme essayer de courir avec une ancre attachée aux pieds. Hansen disait « Les gens t'inspirent ou ils t'épuisent, choisis-les avec sagesse. » Et ce choix détermine le rythme de ta vie. Tu peux avancer léger avec ceux qui t'élèvent, ou traîner le poids de ceux qui te retiennent. Protéger ta concentration est un acte d'amour de soi. C'est comprendre que la compassion, ce n'est pas porter tout le monde, mais ne pas se perdre sur le chemin de personne. Parce que parfois, grandir fait mal, mais rester là où tu n'appartiens plus fait bien plus mal. 7e type, le frustré permanent. As-tu déjà annoncé une bonne nouvelle et aussitôt, quelqu'un t'a répondu avec découragement? Tu parles avec enthousiasme d'un projet, d'un voyage, d'un rêve, et l'autre, au lieu de se réjouir, te dit « Ah, ça ne marchera pas ». Fais attention à ne pas être déçu. Moi, j'ai essayé et je l'ai regretté. En quelques secondes, ton enthousiasme s'évapore. Voilà comment agit le frustré permanent. Il ne vole pas ton argent, il vole ton élan. En apparence, c'est de la prudence, mais à l'intérieur, c'est du ressentiment. Ce sont des personnes qui un jour ont rêvé grand, ont cru, ont essayé, mais qui, à un moment du chemin, ont été blessées. Peut-être ont-elles été trahies, ignorées, oubliées. Peut-être la vie a-t-elle été trop dure, et ce qu'il reste, c'est une plaie ouverte entre ce qu'elles espéraient et ce qu'elles ont reçu. À partir de là, l'espoir se transforme en amertume, et la personne finit par vivre prisonnière du ressentiment. Elle ne voit plus les opportunités, seulement les injustices. Tout ce qui arrive devient une raison de blâmer quelqu'un, le patron, le gouvernement, la famille, la vie. Le frustré permanent croit que le monde est contre lui, alors qu'en réalité, c'est son regard qui s'est tourné contre le monde. Et plus il nourrit ce poison, plus la vie se referme. Le ressentiment, c'est comme un verre d'eau claire dans lequel tu laisses tomber une goutte d'encre. Avec le temps, tout devient trouble. Ce schéma émotionnel naît d'attentes déçues. Quand quelque chose qu'on voulait n'est pas arrivé, ou quand quelqu'un nous a blessés, on crée une histoire intérieure. Ce n'est pas juste. Mais l'esprit, incapable de résoudre le passé, commence à revivre la douleur, et cette répétition transforme les souvenirs en prison. Le résultat, c'est une sorte de fatigue spirituelle, une âme fatiguée de ressentir le même poids chaque jour. Et le danger d'aider quelqu'un comme cela, c'est que, si tu n'es pas solide, tu finis par porter la même lassitude. L'énergie du frustré est contagieuse. Il ne veut pas de conseils, il veut de la compagnie dans son amertume. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle disait « Ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons de le voir. » La douleur est inévitable, mais le ressentiment est un choix. Et le pire des choix, c'est de laisser la blessure devenir ton identité. Aider le frustré permanent est inutile s'il s'accroche encore aux fautes du passé. Tu peux lui offrir la lumière,
mais personne ne peut obliger un autre à ouvrir les yeux. La guérison est un acte de volonté, et l'espoir doit être replanté de l'intérieur vers l'extérieur. La véritable liberté vient quand tu cesses de chercher des coupables et que tu commences à reconstruire ton propre sens. La vie ne te doit rien, mais elle t'offre tout à nouveau lorsque tu décides de recommencer. Celui qui vit tourné vers le passé répète la douleur. Celui qui accepte ce qui est passé fait place au nouveau. La douleur ne demeure que tant que tu la nourris. Et quand tu décides de lâcher prise, le poids tombe, la frustration devient sagesse et l'amertume se transforme en force. C'est pourquoi, si tu veux préserver ta paix, cesse d'essayer d'égayer ceux qui ont choisi la tristesse. Le mieux que tu puisses faire, c'est montrer par l'exemple qu'il existe encore une vie au-delà de la déception. On ne marche jamais deux fois dans le même fleuve. La vie change, tu changes. Ce qui fait mal aujourd'hui enseigne demain. Toute déception n'est qu'un coup de pouce que la vie te donne pour te remettre sur le bon chemin. Et comment aider vraiment ? Faire le bien est essentiel, mais faire le bien sans sagesse est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Parce qu'aider trop les mauvaises personnes, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage. La véritable aide demande de l'équilibre, des limites et de la conscience. Aider aveuglément, sans observer l'intention de l'autre, c'est transformer ton énergie en carburant pour la stagnation des autres. Et le pire, quand tu t'arrêtes, on dit encore que c'est toi qui les as abandonnés. Sénèque avertissait déjà. La bienveillance, quand elle est déraisonnable, devient un vice. Toute bonté n'est pas une vertu. Parfois, c'est un manque de discernement. Avant de tendre la main, vois si l'autre veut vraiment se relever ou s'il veut simplement continuer à être porté. Il y a des gens qui ne veulent pas d'aide, ils veulent du confort. Et si tu insistes, tu finis prisonnier du même cycle. La règle est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Mais beaucoup oublient la deuxième partie de la phrase, le « comme toi-même » vient d'abord. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es fatigué, endetté, épuisé ou sans paix, ton aide perd de sa force et te détruit aussi. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Aider sans te préserver, c'est comme vouloir sauver quelqu'un qui se noie quand tu ne sais pas nager toi-même. Au final, vous coulez tous les deux. Le monde est plein de bonnes personnes, mais vide. Des gens généreux qui ont confondu amour et sacrifice et qui ont fini frustrés pour avoir attendu de la gratitude de ceux qui ne savaient que demander davantage. La véritable aide est un art, la bonne mesure pour la bonne personne au bon moment. En cas de doute, recule, laisse l'autre apprendre de la vie, car parfois, seule la douleur enseigne ce qu'aucun conseil ne peut transmettre. Faire le bien avec sagesse, voilà ce qui transforme réellement le monde. Quand tu apprends à aider avec équilibre, ta lumière ne s'éteint pas, elle reste allumée, stable et libre. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure. Le respect ne se crie pas, il s'impose en silence. Celui qui a besoin de hausser la voix a déjà perdu son autorité avant même d'ouvrir la bouche. La véritable force ne se mesure pas en décibels, mais dans le calme avec lequel tu soutiens ton regard, dans la fermeté avec laquelle tu poses une limite et dans la cohérence avec laquelle tu vis chaque mot que tu dis. Dans la vie quotidienne, nous voyons beaucoup de gens qui confondent le respect avec la peur. Ils intimident, s'énervent, élèvent la voix pour feindre la domination, mais en réalité, ils ne révèlent que leur insécurité. Le respect authentique ne naît pas de la peur que tu génères chez les autres, mais de la sécurité que tu transmets de l'intérieur. Personne ne suit celui qui crie par désespoir, mais tout le monde écoute celui qui garde le silence avec fermeté. Cette vidéo ne cherche pas à te donner des formules creuses, mais à te montrer comment l'autocontrôle, la discipline et la cohérence deviennent des armes invisibles qui transforment ta présence. Ici, tu apprendras que le silence peut être ta meilleure réponse, que le calme désarme plus que la colère et que les limites claires n'ont pas besoin d'explication. Ce sont 8 leçons que tu peux appliquer dans n'importe quelle situation réelle, au travail, à la maison, dans la rue, avec des inconnus ou avec les personnes les plus proches. 8 attitudes qui feront que tu n'auras pas à exiger le respect parce que tu le provoques naturellement.
Reste, car à la fin tu comprendras que la voix la plus forte est celle qui n'a pas besoin de s'élever. 1. Transforme le silence en votre meilleure réponse. Le silence est comme un mur invisible, on ne le voit pas, mais il arrête toute attaque. Pensez à une rivière qui coule avec force. Plus vous lui lancez de pierres, plus elle fait de bruit. Mais quand l'eau se calme, le reflet devient si clair que même l'agresseur est confronté à sa propre image. C'est ainsi que fonctionne le silence lorsque vous l'utilisez intelligemment, non pas comme une évasion, mais comme une stratégie. La plupart des gens pensent que s'imposer signifie parler plus fort, répondre rapidement ou avoir le dernier mot. Cependant, lorsque quelqu'un attaque et que vous répondez avec calme et silence, vous accomplissez quelque chose qui désarme. L'autre personne est exposée à son propre bruit. Éviter de réagir immédiatement est un art qui nécessite de la discipline. Lorsque quelqu'un vous provoque avec une critique injuste ou un commentaire blessant, la première chose qui naît est l'impulsion de vous défendre. Cette impulsion est naturelle, mais si vous la suivez, vous entrez sur le terrain de l'autre, et c'est là que vous perdez le contrôle. Le conseil pratique est de vous arrêter 3 secondes avant de parler, de respirer et de vous demander: vaut-il la peine de répondre maintenant? Un autre aspect important est de comprendre que le silence n'est pas soumission. Il ne s'agit pas de se taire parce que vous n'avez rien à dire, mais de montrer que vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie dans ce qui ne vous apporte rien. Une façon de le pratiquer est de choisir consciemment quand parler dans les discussions quotidiennes. Par exemple, si quelqu'un vous accuse sans raison au travail, votre première réaction peut être de vouloir vous justifier. Au lieu de cela, essayez de rester silencieux, de soutenir le regard et d'attendre. Souvent, le silence fait réaliser à l'autre l'absurdité de sa position. Et si ce n'est pas le cas, votre sérénité montrera que vous n'êtes pas sur la défensive, ce qui génère immédiatement du respect. Le silence est également utile dans les situations sociales où quelqu'un cherche à vous provoquer devant les autres. Une moquerie, une ironie ou un commentaire sarcastique peuvent être désactivés sans que vous disiez un mot. Votre attitude calme, un léger sourire ou simplement le fait de ne pas réagir montre que vous êtes au-dessus de ce jeu. Celui qui vous observe comprend que vous n'avez rien à prouver. Ce contrôle communique plus que toute réplique agressive. Pour pratiquer cette compétence, un conseil est de s'entraîner à l'écoute active. Au lieu de penser à comment répondre rapidement, concentrez-vous sur l'écoute de l'autre en totalité. En faisant cela, vous gagnez non seulement du temps pour réfléchir, mais vous transmettez aussi que vous valorisez plus votre équilibre qu'une confrontation inutile. Et quand vous parlez enfin, votre voix sonne plus ferme, plus claire et beaucoup plus percutante que celle de celui qui n'a pas cessé de crier. Une autre façon d'utiliser le silence à votre avantage est dans les conversations où vous sentez qu'on veut vous manipuler. Face à des questions malveillantes ou des jugements déguisés en préoccupation, le silence peut être la réponse la plus puissante. Vous n'avez pas besoin de longues explications, ni de vous justifier, car chaque justification est un terrain que l'autre utilisera pour vous épuiser. Le silence, en revanche, est un bouclier. En fin de compte, transformer le silence en votre meilleure réponse signifie comprendre que tout ne mérite pas votre voix. Cela signifie apprendre à mesurer quelles batailles sont dignes de mots et lesquelles sont gagnées par le calme de ne pas réagir. Lorsque vous l'appliquez, non seulement vous évitez de tomber dans des pièges émotionnels, mais vous vous placez également dans une position de domination. L'autorité réelle ne s'entend pas dans les cris, elle se perçoit dans la sérénité de quelqu'un qui sait quand parler et quand ne pas le faire. Et c'est là que réside la leçon. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la scène. 2. Reste calme et réponds avec dignité. Un volcan ne perd pas de respect parce qu'il est silencieux. Au contraire, son calme impose davantage que n'importe quelle explosion. Chacun sait que, s'il venait à s'éveiller, sa force serait irrésistible, et cette certitude suffit pour que personne ne le sous-estime. Ainsi en est-il du calme au cœur de la confrontation. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la maîtrise absolue de soi.
Lorsqu'une personne cherche à te provoquer dans l'espoir de te faire perdre ton équilibre, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de rester ferme, de parler avec sérénité et de montrer que rien ni personne n'a le pouvoir de t'arracher à ton centre. La plupart des gens tombent dans le piège de répondre avec colère lorsqu'ils sont attaqués, croyant ainsi se défendre. En réalité, chaque fois que tu élèves la voix, tu prouves que l'autre a réussi à t'atteindre. Ce n'est pas de l'autorité, c'est une réaction. Le véritable respect se gagne lorsque tu parviens à garder ton calme au moment même où tous s'attendent à te voir exploser. Cet instant détermine si les autres te perçoivent comme une personne forte et fiable ou comme quelqu'un dominé par son impulsivité. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, tu dois apprendre à reconnaître les signaux de ton propre corps. Quand tu sens la colère monter, que ton cœur bat plus vite ou que ta voix tremble, c'est le signe qu'il faut t'arrêter. Respire profondément et rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Une technique utile consiste à baisser le ton de ta voix au lieu de l'élever. Lorsque tu parles plus lentement et plus doucement, tu obliges l'autre à t'écouter attentivement et tu transmets que tu n'es ni pressé ni anxieux. Ce calme devient un message silencieux de maîtrise. Un autre conseil pratique est de changer la façon dont tu interprètes la situation. Si quelqu'un te provoque, au lieu de le voir comme une attaque personnelle, considère-le comme une épreuve de ton self-control. Transforme la confrontation en entraînement. Chaque fois que tu réponds sans perdre ton calme, tu renforces ta capacité de leadership et tu bâtis un respect qui ne s'obtient pas avec des cris. Celui qui conserve sa dignité, même lorsqu'on tente de l'humilier, projette une assurance qu'il est impossible de feindre. La dignité se trouve aussi dans la manière de tes paroles. Tu n'as pas besoin d'insulter ni de dénigrer, il suffit d'être direct et clair. Si quelqu'un t'accuse injustement, réponds avec des faits, non avec des émotions. Si quelqu'un essaie de te manipuler par l'ironie, réponds par une phrase courte et ferme qui ferme la porte à son intention sans entrer dans son jeu. L'essentiel est que ta réponse montre clairement que tu n'es pas une personne qu'on peut entraîner à sa guise. Dans un cadre professionnel, par exemple, garder son calme te distingue des autres. Imagine une réunion où quelqu'un te contredit avec une mauvaise intention. Si tu élèves la voix, tu perds en crédibilité. Mais si tu gardes le contrôle, que tu regardes l'autre avec sérénité et que tu réponds avec des arguments solides, tous verront qui détient réellement l'autorité. Cette dignité dans ton attitude sera retenue bien plus que n'importe quel mot hautain. Il est également important de ne pas confondre calme et indifférence. Il ne s'agit pas de tout supporter sans rien dire, mais de répondre sans perdre ton équilibre. La différence réside dans le fait que ta réponse naît de la raison et non de l'émotion. Exerce-toi lors de conversations difficiles avec des proches. Si quelqu'un te reproche quelque chose sur un ton élevé, ne l'imite pas. Écoute, garde une voix ferme et réponds avec clarté. Ce contraste met en évidence qui a réellement le contrôle de soi. En définitive, rester calme et répondre avec dignité, c'est montrer que rien d'extérieur ne détermine ta réaction. Ton pouvoir réside dans le fait que tu choisis comment répondre et que tu ne cèdes jamais cette décision à autrui. 3. Désarme avec des questions qui révèlent la vérité. Une lampe de poche dans l'obscurité n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer, elle éclaire simplement et expose ce qui était caché. C'est ainsi que fonctionnent les questions lorsque quelqu'un essaie de te manipuler ou de s'imposer sur toi. Au lieu de répondre avec colère ou de te justifier, il suffit de poser la bonne question et soudain, le scénario change. L'autre est obligé de se regarder à la lumière qu'il n'attendait pas. Il n'y a pas de défense plus puissante que de forcer quelqu'un à expliquer sa propre contradiction. Les discussions ont tendance à s'en mêler parce que les deux parties cherchent à avoir le dernier mot. L'un accuse, l'autre répond. Et ainsi la tension monte sans contrôle. Mais lorsque tu décides de répondre par une question, tu brises ce cycle immédiatement. Tu n'entres pas dans le jeu de l'affrontement, mais tu transformes la conversation en un miroir où l'autre se voit lui-même. Et le plus intéressant, c'est que tu y parviens sans élever la voix, sans offenser, sans te rabaisser.
Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne? Imagine que quelqu'un te lance un commentaire sarcastique pour te ridiculiser. La réponse commune serait de se défendre ou de contre-attaquer. Toi, en revanche, tu peux demander « Qu'essaies-tu d'obtenir avec ce commentaire ?» Soudain, le poids de la situation n'est plus sur toi, mais sur l'autre personne. C'est maintenant à lui de justifier ce qu'il a dit. Cette simple stratégie change le terrain de la conversation. Autre exemple, si quelqu'un remet en question tes décisions avec mépris, au lieu de te mettre en colère, tu peux demander « Que ferais-tu à ma place ?» Cette question l'oblige à réfléchir au lieu d'attaquer. Et même s'il ne te donne pas une réponse claire, tu as déjà accompli l'essentiel, briser son intention de te dévaloriser. L'autorité vient du fait de ne pas te laisser entraîner dans l'émotion, mais de diriger l'interaction vers la réflexion. Un conseil pratique est de préparer une liste mentale de questions qui révèlent des vérités sans sembler agressives. Certaines peuvent être « Pourquoi penses-tu que c'est juste ?» Qu'est-ce que le respect signifie pour toi dans cette situation? De quelle manière cette attitude aide à résoudre le problème? Ces questions ne cherchent pas à humilier, mais à exposer. Et lorsque quelqu'un n'a pas d'argument solide, le silence qui suit ta question devient ta victoire. Il est également important le ton avec lequel tu poses les questions. Il ne doit pas sembler ironique ou moqueur, car dans ce cas, tu perdrais la force de la stratégie. Ta voix doit être calme, voire curieuse, comme si tu voulais vraiment comprendre. Ce calme déconcerte quiconque s'attendait à une explosion de colère. En n'obtenant pas la réaction qu'il cherchait, son pouvoir disparaît et il est pris au piège de l'obligation d'expliquer. Lorsqu'un ami, un partenaire ou un membre de la famille essaie de te manipuler avec de la culpabilité ou des reproches, tu n'as pas besoin d'entrer dans un cercle interminable de justifications. Il suffit de demander « Qu'attends-tu exactement de moi ?» Cette simple phrase oblige à la clarté et met fin au jeu émotionnel. Ce qui semblait être une attaque émotionnelle devient une conversation avec des limites. Le plus puissant de cette attitude est que tu ne désarmes pas seulement l'autre, mais que tu projettes de l'intelligence et de l'autocontrôle. Tu ne tombes pas dans le rôle de victime, ni dans celui d'agresseur. Tu restes au centre, avec le calme de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. Et cette image reste gravée dans l'esprit des autres, celle de quelqu'un qui répond avec de la lumière au lieu du bruit. En fin de compte, désarmer avec des questions qui révèlent la vérité signifie utiliser la clarté comme ta plus grande défense. Tu ne gagnes pas le respect en criant plus fort, mais en montrant que tu es capable d'exposer ce qui est caché avec peu de mots. 4. Trace des limites claires et maintiens-les sans explication. Un mur n'a pas besoin de panneaux pour annoncer qu'il ne peut pas être franchi. Sa seule présence le rend clair. Il ne discute pas, il ne justifie pas, il n'essaie pas de convaincre. Il est simplement là et quiconque s'approche comprend le message. Ainsi doivent être tes limites, fermes, visibles et maintenues avec cohérence, sans avoir besoin de les embellir avec de longues explications. Quand tu commences à justifier chaque décision, tu laisses de l'espace pour que d'autres remettent en question ton autorité et peu à peu, tu perds du terrain dans ta propre vie. Les personnes qui inspirent le plus de respect ne sont pas celles qui parlent beaucoup de ce qu'elles tolèrent ou ne tolèrent pas, mais celles qui agissent avec clarté. Si tu décides que tu n'accepteras pas un manque de respect, ta réaction cohérente à ce moment-là en dit plus que 100 avertissements. L'erreur commune est de tomber dans le piège d'expliquer trop, d'essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi tu poses une limite. La vérité est que tout le monde ne veut pas te comprendre. Certains veulent juste négocier ta dignité. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne? Commence par définir en toi ce qui est non négociable. Cela peut être ton temps, ta tranquillité, ton espace personnel ou la façon dont tu t'adresses aux autres. Une fois que tu as clairement défini ce terrain, chaque fois que quelqu'un essaie de l'envahir, réponds par des actions simples et fermes. Par exemple, si quelqu'un insiste pour te parler avec sarcasme, tu n'as pas besoin de faire un discours. Il suffit de marquer une distance et de ne pas nourrir cette interaction. Avec le temps, la personne comprend que cette attitude ne fonctionne pas avec toi. Un conseil pratique est d'apprendre à dire non sans l'accompagner d'excuses.
Si tu ne veux pas assister à un engagement, dis-le fermement et c'est tout. Tu n'as pas à détailler tes raisons ni à convaincre quiconque que tes priorités sont valables. Chaque justification supplémentaire est une invitation à ce que les autres essaient de te faire plier. Un non ferme et serein suffit. Cette simplicité communique le respect, car elle montre clairement que tu sais ce que tu veux et que tu ne cherches pas l'approbation. Il est également important de se rappeler qu'une limite ne s'annonce pas, elle se maintient. Tu peux dire de nombreuses fois que tu ne toléreras pas certains comportements, mais si à la fin tu cèdes, ce que tu transmets est la faiblesse. Le respect se construit lorsque ta parole est alignée avec tes actions. Si quelqu'un franchit ta limite et que tu le permets, tu envoies le message que tes règles sont négociables. C'est pourquoi la clé est d'agir de manière cohérente, sans avoir besoin d'explications interminables. Dans le milieu professionnel, tracer des limites peut signifier ne pas permettre que ton temps soit abusé. Si ton patron ou tes collègues essaient de te charger de tâches qui ne te reviennent pas, au lieu de te justifier avec 1000 excuses, il suffit de répondre « Ce n'est pas possible pour moi en ce moment ». C'est une réponse directe, polie et claire qui laisse peu de place à la pression. Le respect naît de la clarté, pas de la justification. Dans les relations personnelles, établir des limites claires est également vital. Si quelqu'un de proche recourt à la manipulation émotionnelle pour te faire faire quelque chose que tu ne veux pas, l'erreur serait de te lancer dans de longues discussions pour qu'il comprenne ton point de vue. Une meilleure stratégie est de rester ferme dans ta décision, même si l'autre ne l'approuve pas. Cette cohérence montre que ta dignité ne dépend pas de convaincre qui que ce soit. En fin de compte, tracer des limites claires et les maintenir sans explication est l'une des façons les plus puissantes d'imposer le respect. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te justifier, il suffit d'agir avec cohérence. La limite n'est pas seulement une barrière pour les autres, c'est un rappel pour toi-même de ce que tu vaux et de ce que tu ne permettras jamais. 5. Démontre ta valeur sans avoir besoin de la dire. Le feu n'annonce pas qu'il brûle, il le fait simplement. Sa chaleur parle plus fort que n'importe quel avertissement. Il en va de même pour les personnes qui connaissent leur valeur. Elles ne cherchent pas à la proclamer. Elles n'ont pas besoin de la répéter à chaque conversation, car la cohérence de leurs actions crie plus fort que leurs paroles. La paradoxe est que ceux qui essaient constamment de convaincre le monde de leur importance sont ceux qui en manquent le plus, tandis que ceux qui vivent en silence, fermes dans leur caractère, finissent par imposer le respect sans le demander. L'erreur de beaucoup est d'essayer d'impressionner avec des discours vides. Ils se disent loyaux, forts ou disciplinés, mais dans la pratique, ils échouent dans le plus simple. La vérité est que lorsque tu dois annoncer qui tu es, ta crédibilité s'use déjà. Il n'est pas nécessaire de répéter que tu es digne de confiance si ta parole est respectée. Il n'est pas nécessaire de déclarer que tu es courageux si, lorsque la difficulté survient, tu gardes le contrôle. Ta véritable valeur ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans de petits détails qui, à la longue, construisent une image solide. Être ponctuel montre le respect. Tenir ses engagements révèle la discipline. Traiter avec courtoisie sans perdre de fermeté transmet du caractère. Chaque geste parle pour toi. La clé est de comprendre que le respect ne se demande pas. Il se provoque avec constance et authenticité. Une façon pratique d'appliquer cette leçon est de laisser le temps être ton garant. N'importe qui peut feindre la force pendant quelques jours, mais seule la cohérence au fil des mois et des années démontre une véritable grandeur. Travaille en silence, atteins tes objectifs sans avoir besoin d'applaudissements, reste fidèle à tes principes dans n'importe quel environnement. Cette constance construit une réputation impossible à acheter avec des mots. Un autre point important est d'apprendre à lâcher le besoin de reconnaissance. Vouloir que tout le monde te valide ne fait que te rendre esclave de leurs opinions. Ta valeur ne dépend pas d'un applaudissement, elle dépend de ta capacité à rester intègre lorsque personne n'applaudit. Fais ce qui est juste même si personne ne le remarque, car au final, le respect authentique naît de cette sécurité intérieure.
Lorsque tu vis ainsi, tu projettes une force silencieuse qui impose sans avoir besoin de s'imposer. Dans le monde du travail, cette attitude est encore plus évidente. Il n'est pas nécessaire de répéter combien tu apportes, tes résultats parlent pour toi. Lorsque tu travailles avec excellence et sérénité, lorsque tu gardes ton calme sous la pression, les gens reconnaissent ton leadership même sans le nommer. En revanche, ceux qui se vantent de leur mérite mais ne les soutiennent pas par des faits finissent par perdre leur autorité. Il en va de même dans les relations personnelles. La personne qui ne se vante pas de ce qu'elle fait, mais vit avec dignité et cohérence, inspire confiance. Cette assurance sans parole génère un respect plus profond que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ta présence la reflète chaque fois que tu choisis d'agir avec intégrité. Pour le pratiquer chaque jour, concentre-toi sur la congruence. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu promets du respect, valorise-le à chaque interaction. Si tu parles de discipline, qu'elle se voit dans ta routine. Peu à peu, les autres comprendront que ton caractère ne repose pas sur des phrases, mais sur des faits. En conclusion, démontrer ta valeur sans avoir besoin de la dire, c'est vivre de telle manière que ton essence s'impose d'elle-même. Tes actes deviennent le témoignage le plus fort, ta cohérence la meilleure défense et ta constance le fondement du respect que tu inspires. Parce qu'au final, celui qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de l'annoncer, sa vie entière le démontre. 6. Utiliser l'humour pour désamorcer la tension. La corde la plus tendue peut se rompre avec une vibration inattendue et l'humour agit exactement de cette manière au milieu d'un conflit. C'est comme une étincelle légère qui coupe la rigidité de l'atmosphère, transformant un moment de tension en un moment gérable. Il ne s'agit pas de rire de tout ni de banaliser ce qui est sérieux, mais d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour transformer une confrontation en une scène où votre sérénité est mise en évidence. Celui qui sait utiliser l'humour au bon moment non seulement protège son calme, mais impose également le respect, car il démontre qu'aucune situation n'est capable de lui voler son contrôle. L'erreur commune est de penser que l'humour est de la frivolité. Beaucoup croient que sourire ou répondre avec esprit au milieu d'une situation difficile est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité c'est le contraire. Il faut plus de force pour ne pas se laisser emporter par la colère et répondre avec légèreté que pour crier. L'humour bien utilisé n'est pas une évasion, c'est une stratégie. Une façon de dire au monde que vous êtes si sûr de vous que rien ne peut ébranler votre morale. Comment cela s'applique-t-il dans la vie de tous les jours? Commencez par identifier les moments où la tension est sur le point d'exploser. Une dispute au travail, une critique malveillante, un commentaire sarcastique. Au lieu de réagir avec offense, vous pouvez lâcher une réponse brève et humoristique qui désarme la situation. Par exemple, si quelqu'un vous accuse de quelque chose d'exagéré, vous pourriez répondre calmement et avec une légère ironie « Eh bien, je ne savais pas que j'avais autant de pouvoir ». Cette petite dose d'humour rompt le cycle d'attaque et de défense. Un autre conseil pratique est d'utiliser l'humour comme un pont, pas comme une arme. Il ne s'agit pas de ridiculiser l'autre, car cela ne ferait qu'alimenter le conflit. La clé est de rediriger l'énergie vers un terrain neutre. Supposons que lors d'une réunion, quelqu'un essaie de vous mettre sous pression de manière agressive. Une réponse spirituelle comme « Calme-toi, nous ne sommes pas encore sur un ring de boxe » peut adoucir l'atmosphère et montrer que vous ne perdez pas votre contenance. Le rire, même léger, réduit l'hostilité. Il est également important d'apprendre à utiliser l'humour avec soi-même. La capacité de rire de ses propres erreurs génère du respect car elle démontre la maturité. Si vous faites une erreur et que quelqu'un essaie de l'utiliser contre vous, une réponse autocritique comme « Tu as raison, je suis humain, quelle déception » neutralise l'attaque instantanément. Celui qui ne se laisse pas humilier parce qu'il rit de lui-même devient intouchable. Cette attitude montre la force et empêche les autres de chercher à vous blesser à cause de vos faiblesses. L'humour a également un effet psychologique sur les autres. Lorsque vous réussissez à faire sourire quelqu'un au milieu d'une atmosphère tendue, vous créez un terrain commun où la confrontation perd de sa force. Les gens ont tendance à respecter davantage ce qui apporte calme et légèreté dans les moments difficiles.
Cette compétence fait de vous un leader naturel, car tout le monde préfère suivre celui qui transforme la tension en clarté. Pour entraîner cette attitude, observez attentivement votre environnement et pratiquez des réponses spirituelles sans agressivité. Il ne s'agit pas de mémoriser des blagues, mais d'apprendre à voir l'angle léger de chaque situation. Avec le temps, votre esprit s'habitue à trouver des solutions intelligentes plutôt que de se laisser emporter par la colère. Cet entraînement transforme l'humour en un réflexe automatique qui protège votre calme. En fin de compte, utiliser l'humour pour désamorcer la tension, c'est montrer que vous avez un contrôle interne qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est choisir un sourire serein plutôt qu'un cri impulsif, un mot spirituel plutôt qu'une insulte. 7. Apprenez à conclure les conversations avec fermeté. Une porte entrouverte invite toujours quelqu'un à essayer d'entrer, même s'il n'en a pas le droit. Il en va de même pour les conversations que vous ne savez pas conclure. Vous laissez un espace ouvert pour que la manipulation, la critique ou le manque de respect continuent à s'infiltrer dans votre vie. Apprendre à conclure un dialogue avec fermeté n'est pas de la grossièreté, c'est de la protection. C'est l'acte conscient de dire « jusqu'ici nous sommes arrivés », sans crier, sans trop expliquer, mais avec la certitude que votre temps et votre énergie ne sont pas un terrain libre pour n'importe qui. L'erreur commune est de croire que prolonger une conversation compliquée aide à la résoudre. Beaucoup de personnes, par désir de bien faire, permettent que des discussions inutiles, des débats sans issue ou des reproches interminables se prolongent. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est s'épuiser et donner plus de pouvoir à celui qui cherche à contrôler l'échange. Le respect naît lorsque l'autre personne comprend qu'avec vous, il n'y a pas de place pour les détours, ni pour les complications inutiles. Et cette leçon s'enseigne en concluant le dialogue au moment opportun. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne? La première clé est de détecter quand une conversation n'a plus de but. Si quelqu'un répète le même reproche encore et encore, si la discussion tourne en rond, si les mots ne cherchent plus à comprendre mais à imposer, c'est le moment de dire « stop ». Au lieu de continuer à vous justifier, vous pouvez utiliser des phrases simples et fermes comme « j'ai déjà répondu à cela, je ne vais pas continuer à le répéter » ou « cette conversation n'avance pas, je préfère la laisser ici ». Vous n'avez pas besoin de crier. Le ton serein, mais décidé, communique plus que n'importe quel mot chargé d'émotion. Un conseil pratique est de préparer des réponses de clôture qui vous aident à couper court. Certaines phrases utiles sont « Je comprends ton point de vue, mais j'ai déjà pris ma décision. Je ne suis pas disposé à continuer sur ce ton. Si tu veux, nous en parlerons à un autre moment, pas maintenant. » Ces expressions transmettent de la clarté et ferment la porte à la manipulation sans laisser de place à de nouvelles justifications. L'essentiel est de ne pas tomber dans le piège d'expliquer trop, car chaque explication ouvre une autre porte pour que l'autre essaye de vous mettre la pression. Dans les situations de travail, savoir conclure les conversations peut vous éviter des conflits inutiles. Imaginez qu'un collègue insiste pour discuter d'un sujet qui a déjà été résolu. Si vous continuez à débattre, vous perdrez du temps et de l'énergie. Mais si vous répondez calmement, le sujet est déjà défini. Je n'ai rien de plus à ajouter. Vous établissez une limite claire. Cette fermeté n'impose pas seulement le respect, elle montre aussi du professionnalisme. Celui qui sait conclure les dialogues transmet du leadership. Personnellement, conclure les conversations avec fermeté protège également votre équilibre. Il y a des personnes qui cherchent à vous épuiser émotionnellement, qui prolongent les discussions pour que vous finissiez par céder par fatigue. Lorsque vous apprenez à dire « je ne parlerai plus de cela » et que vous tenez parole, vous brisez le cycle. Au début, cela peut déranger l'autre, mais avec le temps, il apprendra qu'avec vous, le jeu de prolonger l'inutile ne fonctionne pas. En définitive, apprendre à conclure les conversations avec fermeté est un acte de respect envers soi-même. Cela signifie valoriser votre énergie et ne pas laisser les autres la gaspiller dans des dialogues inutiles. C'est la façon de dire au monde que votre temps est précieux,
que votre attention ne se gaspille pas et que votre paix intérieure n'est pas négociable. Celui qui maîtrise cet art projette une autorité naturelle, car il démontre qu'il n'a pas besoin de prolonger quoi que ce soit pour être écouté. 8. Fais en sorte que ta seule présence impose le respect. Un phare ne poursuit pas les bateaux, il ne crie pas sa lumière, ni ne supplie qu'on le regarde. Il reste simplement ferme sur la côte, et sa seule présence guide et protège. Ta présence dans la vie doit être ainsi. Une énergie si claire et solide que les autres l'aperçoivent sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Le respect le plus puissant ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu transmets en entrant dans une pièce. De ta façon de marcher, de la façon dont tu soutiens le regard et de la façon dont ton calme remplit l'espace sans effort. Beaucoup de gens pensent que le respect se gagne par des discours interminables ou par des démonstrations de force. Cependant, ce qui frappe le plus, c'est la cohérence silencieuse. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix ou d'imposer la tension, car l'autorité réelle se projette avec la sécurité de celui qui ne cherche pas l'approbation. Ta posture, ton ton de voix, ta façon d'écouter, même ta façon d'être en silence, sont des signaux qui communiquent plus que n'importe quelle phrase. La différence entre quelqu'un qui inspire le respect et quelqu'un qui le demande est que le premier le provoque sans effort, tandis que le second le poursuit sans l'atteindre. Comment construit-on une présence qui impose le respect? Commence par la discipline personnelle. Le corps parle avant la bouche, et si tu ne prends pas soin de ta posture, de ton expression et de ta façon de bouger, tu auras du mal à projeter la sécurité. Marche droit, avec une démarche ferme mais sereine. Ne baisse pas les yeux et ne bouge pas avec anxiété, car ces gestes envoient des messages d'insécurité. Maintiens le contact visuel, sans agressivité, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher ni à craindre. Cette simple attitude a un impact immédiat sur la façon dont les autres te perçoivent. Un autre aspect clé est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les gens respectent ceux qui tiennent leurs promesses et restent fermes dans leurs principes. Si ta présence inspire confiance, mais que tes actes te contredisent, tu perdras tôt ou tard ta crédibilité. En revanche, lorsque tes paroles et tes actions vont de pair, ta seule image inspire l'autorité. C'est cette cohérence qui fait que les autres te prennent au sérieux, même avant que tu ne parles. Dans les situations quotidiennes, la présence ferme se remarque dans les petits détails. Lorsque tu entres dans une pièce et que tu salues calmement, lorsque tu écoutes sans interrompre, lorsque tu ne te laisses pas emporter même si l'atmosphère est tendue, les autres sentent qu'il y a une énergie différente avec toi. Tu n'as pas besoin de te vanter ni de prouver quoi que ce soit, car ton attitude fait déjà la différence. C'est un respect qui ne se mendie pas, il est provoqué par l'authenticité. Un conseil pratique est de travailler sur ton silence conscient. Apprends à être présent sans avoir besoin de remplir les espaces avec des mots inutiles. Le silence, lorsqu'il est accompagné de fermeté, transmet plus qu'un discours entier. Les gens respectent celui qui sait se taire sans paraître mal à l'aise, car cela reflète une maîtrise de soi. Pratique de rester calme au milieu du bruit, et tu verras comment ta seule présence commence à changer l'atmosphère. Tu dois également te rappeler que imposer le respect ne signifie pas générer la peur. L'autorité authentique ne naît pas de la peur, mais de l'admiration silencieuse que suscite ton équilibre. Celui qui se sent sûr de lui n'a pas besoin d'écraser personne, il suffit de rester ferme dans son essence. Cette sécurité est contagieuse et établit un ordre naturel autour de toi. En fin de compte, faire en sorte que ta seule présence impose le respect n'est pas une question de force externe, mais de maîtrise interne. C'est la somme de ta posture, de ton silence, de ta cohérence et de ta sérénité qui fait que les autres te reconnaissent comme quelqu'un de réellement important. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.